Cette année, le Festival des Arts s'invite chez vous, à la maison. Je m'appelle Ahmad Hamdan, je suis auteur et comédien. Je travaille principalement dans le milieu du théâtre. Ça fait 3 ans que je suis professionnel, depuis que j'ai fini, donc je suis comme jeune professionnel. J'ai fini l'école de théâtre en 2017 et c'est justement à l'école que j'ai développé mon intérêt pour l'écriture. Pour moi, mon art et l'art en général, ce que ça me procure, c'est la découverte de nouveaux modes de pensée. C'est aussi des rencontres humaines, puis ça, c'est un peu plus tough en confinement, mais c'est justement découvrir d'autres mentalités, d'autres manières. C'est des fois voyager à travers l'art. C'est aussi mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Ça me permet de me remettre en question, puis mieux comprendre la société, puis justement aussi des fois de la remettre en question. Ce moment virtuel avec vous, ça représente le micro ouvert du Festival des Arts cette année. Puis aujourd'hui, en tant qu'auteur en résidence au sein de l'arrondissement de Montréal-Nord, je vais porter la voix de citoyens, souvent des jeunes citoyens qui sont des écrivains en herbe. Ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. Je fais du soutien à l'écriture avec eux. On s'écrit, on se partage des textes, je leur envoie des suggestions. On réfléchit ensemble sur comment on pourrait amener ces textes plus loin, sur des pistes. Des fois, on réfléchit ensemble aussi sur plein de choses. Je leur pose des questions, puis souvent, ils me répondent du mieux qu'ils peuvent. Puis des fois, ça donne des super résultats comme aujourd'hui. Et ce projet-là est rendu possible grâce à l'entente sur le développement culturel de Montréal dans le cadre du programme de francisation et de valorisation du français. Alors, le prochain texte que je vais lire, c'est celui d'une jeune participante qui a préféré ne pas donner son nom pour des raisons personnelles. Elle veut rester anonyme. Mais en fait, je l'ai rencontrée virtuellement durant le confinement. C'est la meilleure amie d'une des participantes. Et donc, par bouche à oreille, elle a su que le micro ouvert était virtuel cette année. Puis elle avait vraiment envie de participer. Elle m'a soumis un texte qu'on a retravaillé ensemble. Et c'est un poème. Donc, elle vient de l'école Henri Bourassa aussi. Donc, ça va comme suit. Ça s'intitule Raconte-moi l'amitié. Petits et grands, à l'ère du confinement, se soutiennent derrière leurs écrans, se donnent la bise virtuellement, s'entraident dans ces durs moments. Ils déjeunent, dînent et soupent ensemble, famille rassemblée, père et mère sans travail, famille séparée. Maman est médecin, très tard elle va rentrer. Famille éloignée, grand-mère seule à l'hôpital, elle ne survivra pas. Personnes âgées, adultes, jeunes, Covid aime tout le monde. Un peu trop. Qui aime bien châtie bien, qu'on dit. Ils nous attaquent de partout, mais on ne peut pas l'apercevoir. Gants, masques, désinfectants, ce sont eux nos nouveaux amis. Une période difficile pour toute la planète, mais il suffit de garder espoir en demain. Ça va bien aller? Ce sentiment troublant qui infecte l'âme, âme mortelle qui tremble d'effroi, prends garde à toi. Infirmières, infirmiers, médecins, tous se tuent à la tâche. Combattre ce virus est une grosse mission. Où te caches-tu, cher vaccin? Été sec, été difficile, été gâché. Parc, cinéma, avion, McDo, tous pleurent de solitude. Les réunions familiales tombent à l'eau. Coronavirus hante la société. Ce manque est trop fort. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. Ça me blesse. Je dois m'empêcher de les voir à cause de ce virus. Le chômage, la faim, les impôts, les taxes. On a besoin d'aide. Aide sociale, notre meilleur ami. On a besoin d'aide. Taxe, 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 encore taxe. Le gouvernement doit nous aider. Ce virus nous a enlevé beaucoup de choses. Les sorties entre amis, les blagues à vive voix. Tu nous as séparés de ce qu'on aime. Notre état d'esprit change. À chaque matin, on se lève, on se demande quoi faire. On se force, on se force. Malheureux à l'intérieur, malheureux à l'extérieur. On ne peut pas vivre sans l'amitié. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain,
mais j'oublie. On a besoin d'amis comme on a besoin de manger, de boire ou de dormir. C'est la nourriture de l'âme. Ravoir notre vie d'avant, revivre ses relations. Pas virtuellement, ni Instagram, ni Snapchat, ni Facebook, ni Zoom peut remplacer cette vie. Comment va-t-on survivre cet été? Tous confinés, esclaves de nos demeures. Nos alliés nous manquent. Montrons à ce virus qu'on est plus fort que lui. On restera fort et on va le combattre par tous les moyens. Voici le texte de Zigzag, toute jeune autrice que j'ai eu le plaisir d'accompagner en écriture. La particularité de Zigzag, c'est d'écrire des textes rythmés, qui touchent, qui secouent et qui questionnent le monde pour le faire avancer. L'œuvre qu'elle a créée durant la période de confinement s'intitule « Cher moi ». Cher moi, ne t'en fais pas, ne panique pas, ce n'est qu'une mauvaise passe, on s'en remettra. Au départ, on a tous cru à un problème éphémère jusqu'à ce qu'il remplisse tous les salons funéraires. Quelques semaines ont passé depuis ce déni du danger. La routine s'est maintenant installée jusqu'à faire douter mon esprit de sa sérénité. Je sais que c'est dur et que tu doutes du futur, mais je t'en prie, ne te laisse pas avoir par toutes ces blessures. Cher moi, ne t'en fais pas, ne panique pas, ce n'est qu'une mauvaise passe, on s'en remettra. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu fais partie des gens chanceux, que tu ne vis pas comme d'autres les mêmes enjeux. Entre vivre et survivre, certains n'ont pas le choix, mais en temps de crise, il faut garder la foi. Cher moi, ne t'en fais pas, ne panique pas, ce n'est qu'une mauvaise passe, on s'en remettra. Je vous présente aujourd'hui Elsie Bedjani. C'est une jeune femme qui est adjointe juridique et vous allez voir qu'elle a aussi beaucoup de talent en écriture. Elle a choisi la forme du récit et donc je vais vous faire son récit intitulé « Pression familiale ». J'avais 6 ans la première fois que ma mère m'a dit « Elsie, tu dois rester vierge jusqu'au mariage ». Je me suis demandé, mais pourquoi, maman? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme aujourd'hui, j'étais une enfant qui posait beaucoup de questions. J'aimais comprendre pourquoi on me disait non ou pourquoi telle ou telle chose devait être comme ça. Mais mon pourquoi est resté sans réponse pendant de longues années. Mes parents ont tout fait pour qu'on ne manque de rien et jusqu'à aujourd'hui, je ne me rappelle pas d'une fois où j'ai manqué de quelque chose. J'ai été une enfant très gâtée jusqu'à l'arrivée de mon petit frère. Mes parents viennent d'un pays où l'homme est maître. Chez moi, ma mère s'occupait de notre éducation et nous achetait ce dont on avait besoin, alors que mon père, lui, s'occupait de ramener le pain à la maison. Même si on vivait au Québec, à la maison, nous devions parler l'arabe et se conformer aux règles imposées. Mon frère avait plus de liberté que moi et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était moi la grande sœur. C'est à 13 ans que pour la première fois, j'ai compris que mon frère aurait toujours plus de liberté que moi. Je venais de demander à mon père si je pouvais aller jouer dehors avec mes amis en face de la maison et il m'avait dit non. Mais quand mon frère lui a demandé, alors là, le oui est sorti assez vite. Je suis restée figée, aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. J'essayais encore d'assimiler que mon frère venait d'avoir la permission automatiquement d'aller jouer dehors avec ses amis, parce qu'il est le garçon de la famille, donc il possède une certaine prestance, alors que moi, la fille, je dois rester à la maison, ne pas sortir tard, et je dois et devrais porter le respect du nom de famille, et ce, jusqu'à ma mort. Je me faisais dire qu'une fille qui rentre à 3 heures du matin, c'est une pute. Qu'est-ce que les voisins et les amis de mes parents allaient dire de moi, et surtout, quelle réputation notre famille aurait. Ma rébellion a commencé à l'âge de 15 ans. Je ne comprenais pas pourquoi les gens à l'extérieur pouvaient faire ce qu'ils voulaient et que leurs parents les laissaient faire, alors que moi, j'étais toujours brimée. Je ressentais quelque chose en dedans de moi, comme une sorte d'injustice. Alors, j'ai commencé à fumer, à manquer l'école, à rouspéter après mes parents et mes profs, à transgresser les règles, à rentrer tard ou à ne pas rentrer du tout. Je m'opposais beaucoup et mes parents ne comprenaient pas qu'en arrière de tout ça, je n'étais juste pas bien. Alors, ils ont utilisé des méthodes drastiques pour me ramener à l'ordre. À 15 ans, j'ai commencé par moi-même, sans le consentement de mes parents, à aller voir un gynécologue au CLSC pour me faire prescrire des pilules contraceptives parce que mes règles étaient très douloureuses.
Ma mère est tombée sur la boîte dans ma chambre et elle m'attendait à la maison avec ça. Elle m'a demandé « Pourquoi tu prends des pilules contraceptives si tu es vierge? » C'est pour les filles qui sont plus vierges. Évidemment, c'était un piège et je suis tombée dedans. J'ai crié que je n'étais plus vierge et que je la prenais pour ne pas tomber enceinte. J'ai couru dans ma chambre qui était au sous-sol et elle m'a suivie. Devant mon amie, elle m'a giflé 2 fois et elle est repartie. Mon père, lui, ne m'a pas adressé la parole pendant 2 semaines. Ce qui me faisait absolument ni chaud ni froid parce qu'à la base, il ne nous parlait pas beaucoup. Mon frère, en me voyant agir ainsi, s'est refermé sur lui-même et son moyen de fuir, c'était les études. Mais plus il vieillissait, plus il imposait sa dictature. On se retrouvait donc en conflit la plupart du temps. Je ne pouvais pas supporter qu'il me dise quoi faire ou me passe un interrogatoire à chaque fois que je voulais passer la porte de la maison. Pendant au moins 10 ans, on se chicanait, on se parlait plus, on se battait et on s'insultait. Cette période de ma vie a été très pénible. Pourtant, on avait besoin l'un de l'autre. J'avais 19 ans la journée où mes parents ont divorcé et où ma mère est partie. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ma mère a déposé mon frère au coin de la rue, mais elle est juste partie. J'ai ressenti un vide énorme, tellement creux, que la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'était de sortir de la maison et de fumer un joint. Jamais je n'aurais pu penser ou même imaginer que mes parents puissent un jour divorcer. Mais en même temps, je n'ai jamais vu mes parents se donner de l'affection ou même se dire « je t'aime ». Ni même un câlin ou une accolade. La communication était presque inexistante. Je pense que je gardais l'espoir qu'ils se réconcilient. Ça m'a pris du temps à m'habituer à l'absence de ma mère, à ne plus la voir dans la maison en rentrant de l'école, ni dans le salon ou en bas avec moi dans ma chambre. Encore aujourd'hui, quand j'y repense ou que j'en parle, je ressens cet énorme vide au fond de moi. Quand il a eu 19 ans, mon frère est sorti du placard. Ça faisait déjà 3 ans qu'on vivait avec mon père. Oui, mon frère est homosexuel, oui, il aime les garçons. Mon frère a pris son courage à 2 mains et il l'a dit à ma mère, qui, elle, l'a pris très mal. Elle s'est mise à pleurer, elle a demandé pourquoi elle, pourquoi son fils. Bien sûr, la nouvelle a voyagé au Liban, où pour eux c'était impossible. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'un homme aime un autre homme. Alors ils ont suggéré à ma mère d'amener mon frère voir un psychologue. Qu'il n'était pas homosexuel, que c'était dans sa tête. Évidemment, mon frère, ne voulant pas faire de la peine à ma mère, est allé consulter. Il s'est assis dans le bureau du psy et lui a dit « Je suis gay, je n'ai aucun problème et je suis là pour faire plaisir à ma mère. » Le psy lui a répondu avec un sourire « Allez, va, et vis ta vie comme bon te semble. Je suis content que tu le saches. » Mon père a réagi très différemment de ma mère. Il a dit à mon frère « Bon, tu es mon fils, je t'aime. Elsie et toi, vous êtes toute ma vie. Si sortir du placard t'aide à mieux te sentir, alors je respecte ça, mais laisse-moi du temps pour assimiler tout ça et l'accepter. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la famille, c'est l'homme qui porte le nom de famille, donc automatiquement, comme mon frère n'aurait pas d'enfant, la lignée arrêterait avec lui. Quand je raconte cette histoire, les gens s'imaginent toujours que mon père l'aurait mis dehors ou qu'il l'aurait renié. Mais quand ma mère est partie, il n'a pas eu le choix de développer une relation avec nous, sinon il n'allait rien savoir de notre vie. Aujourd'hui, mon père est l'homme le plus compréhensif que je connaisse. Mon frère est pharmacien et moi adjointe juridique, bientôt technicienne et plus tard avocate. Nos parents ne sont pas fous, ils ne veulent pas qu'on reprenne leurs erreurs de parcours. Mes parents plus tard m'ont raconté leurs histoires et je me suis rendu compte que je leur ressemblais beaucoup. Ils ont commis pire que moi et c'est pourquoi ils n'acceptaient pas ma rébellion car ils se revoyaient en moi. Avec le temps, je me suis beaucoup assagie et j'ai compris beaucoup de choses. Je sais maintenant que l'opposition n'est pas la solution parce que plus on s'oppose, plus c'est pire. Nos parents veulent juste notre bien, mais ils n'ont pas cette manière ou façon de nous le montrer ou de nous le faire comprendre. C'est peut-être leur méthode drastique et l'ordre qui devait régner dans la maison qui donne la somme de ce que je suis aujourd'hui. Une femme organisée qui s'est dirigée vers le droit. Avec le temps, j'ai aussi compris que ma mère n'était plus heureuse, qu'elle avait sacrifié son bonheur pour qu'on ne ressente jamais son malheur et qu'on vive bien. Elle a attendu qu'on soit adulte, en mesure de comprendre et surtout de se débrouiller avant de penser à son propre bonheur. Voilà, c'était un texte de Elsie Bedjani.